Bienvenue, bonjour à tous, bienvenue sur Slash, nouvelle émission avec Louis, toujours ici. Ça va Louis? Bonjour, Bon, Stan, ça va au fond? Stan, fais-nous un petit coucou. Là, il fait coucou, Stan, il est sur le canapé en attendant. Aujourd'hui, 3 invités avec nous. Étienne et Morane qui viennent donc du parti Allons Enfants, qui sera notre premier sujet, un jeune parti politique. Nous allons découvrir ensemble qui ils sont, qu'est-ce qu'ils défendent. On va essayer de répondre à tout ça. Ensuite, on aura un sujet football, toujours Louis. Ouais, on va se demander si le PSG peut viser les demi ou va se faire taper salement. Donc en fait, c'est à peu près ça. Exactement, on va revenir là-dessus. Et ensuite, dernier débat avec Florian, qui sera notre 4e invité. Notre 3e invité, oh là, j'en ai inventé un entre-temps, je ne sais pas pourquoi. Donc on reviendra sur le film The Revenant, en se demandant est-ce que c'est un grand film ou est-ce que finalement c'est que de la poudre aux yeux. Voilà, restez avec nous, ça donne envie tout ça. On revient. Alors, vous êtes stressé? Un peu. Bon, bonjour à tous les deux d'abord. Bonjour. Exactement, bonjour. Alors je vous laisse vous présenter. On va commencer par Morane. Présente-toi. Bonjour, je m'appelle Morane Chemtov, j'ai 21 ans. Je suis étudiante en master à Dauphine et je suis cofondatrice et trésorière de Allons Enfants, qui est donc un parti politique, comme tu l'as dit tout à l'heure. Très bien. Étienne, bonjour. Bonjour à tous. Donc, moi je m'appelle Étienne, j'ai 21 ans et je suis en master à Sciences Po, où j'étudie le droit et je suis aussi par ailleurs donc secrétaire général du parti Allons Enfants que j'ai rejoint il y a un an. D'accord, très bien. Alors première question, quand est-ce qu'a été fondé le parti Allons Enfants? Quelle est l'idée d'origine? D'où est-ce que ça vous est venu l'idée de créer un parti plutôt que d'en rejoindre un par exemple? Alors, en fait, Allons Enfants a été créé l'année dernière, en mai 2015. C'est pas une idée qui est sortie de nulle part. On a participé aux élections municipales en 2014 à Saint-Cloud, qui est une ville du 92. Et on a fait une campagne avec 35 jeunes de 18 à 23 ans à peu près, qui a très bien marché et qui nous a permis d'avoir 2 sièges au conseil municipal, donc 2 sur 35, ce qui nous a fait un résultat de 15% à peu près. Bien joué. Merci. Des voix au second tour. Et on a décidé qu'il y avait vraiment une idée derrière ce résultat et que c'était pas qu'on tenait quelque chose de bien et qu'il fallait donc continuer. Et on a décidé un an après à peu près de proposer à d'autres gens de se joindre à nous, aux 35 ou initiaux, et de fonder un vrai parti politique. Et c'est là que Étienne et d'autres nous ont rejoints. D'accord, donc à la base c'était vraiment informel, puis après vous avez dit on va poser quand même tout ça autour d'un parti. Voilà, donc tout est parti de cette liste municipale en 2014 et en 2015 on a décidé un peu de sauter le pas et de créer une réelle structure qui puisse rassembler des gens d'horizons un peu plus, on va dire, lointains. Et je pense que le constat clé quand même qui a favorisé l'émergence du parti, c'est qu'aujourd'hui il y a un manque de structure pour les jeunes et le désintérêt pour la politique des jeunes est assez flagrant. Donc nous voilà, on essayait et on essaye d'ailleurs toujours au quotidien de trouver une structure qui puisse les engager, qui soit plus attrayante aussi. D'accord, donc un parti plus attrayant. J'ai aussi remarqué qu'une de vos adhérentes avait parlé d'un parti transpartisan. Est-ce que vous définiriez comme ça? Et qu'est-ce que vous entendez par transpartisan en fait? Par l'idée d'être un parti transpartisan? Alors transpartisan en fait ça veut dire que le parti va regrouper des jeunes de tous les horizons politiques qui vont venir participer, débattre avec nous. Donc on n'est pas du tout fermé aux sensibilités. Il y a des gens de gauche, de droite, des centristes. Vous piochez un peu partout. Voilà, on pioche un peu partout. Piochez les bonnes idées. Et donc en fait le mot transpartisan est très juste parce qu'on n'est pas apartisan. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de cacher les sensibilités qui viennent nous rejoindre, mais au contraire de les mêler dans un ensemble cohérent, d'en faire une sorte de mosaïque. Et donc c'est pour ça qu'on s'appelle transpartisan, parce que tout le monde est bienvenu. Et voilà. Et l'idée, c'est qu'à partir des opinions différentes qui peuvent nous rejoindre, c'est de proposer des idées concrètes, simples, qui sont issues d'un réel consensus entre tous les gens qui s'intéressent à participer au débat. Et je peux vous donner quelques exemples sur... on a écrit une charte en 2015 pour les élections régionales qui ont eu lieu en décembre 2015, où on a proposé 15-20 idées qui sont sorties typiquement d'un consensus entre tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette charte.
Il y a des idées qui peuvent tendre vers des propositions qui auraient été à droite en temps normal ou d'autres à gauche. Mais l'idée, c'est que voilà, on a tous ensemble construit ce programme et issu d'un consensus et qui est donc réellement transpartisan. Et c'était la même chose pour notre programme pour les municipales en 2014, par exemple. Mais du coup, j'ai lu cette charte-là, et est-ce que c'est pas du coup difficile des fois de faire cohabiter toutes ces idées-là? Parce que par exemple, votre charte régionale, il y a Christian Estrosi qui l'a signée. J'imagine que c'est pas la première fois qu'on vous en parle. Est-ce que du coup, comment ça fait cohabiter ça? Parce que je sais que par exemple, vous avez notamment une partie de cette charte qui était sur le cumul des mandats, par exemple. On sait que Christian Estrosi n'est pas forcément le meilleur exemple là-dessus. Comment vous arrivez à faire cohabiter ça du coup après parce que vous devez forcément vous prendre des remarques là-dessus. Alors, nous, déjà, on s'efforce, bien sûr, et c'est ce qu'on a fait pour la charte régionale, de proposer à chaque fois, quand on a des chartes, à tous les candidats de gauche comme de droite. Ça, c'est notre démarche aussi qui est transpartisane. Et ensuite, nous, on accepte que des gens qui sont de gauche ou de droite se joignent à nos idées, mais sur l'exemple de Christian Estrosi, par exemple, on va bien entendu vérifier et contrôler le fait qu'ils suivent la charte. Et cette charte, elle est issue de personnes tant de gauche que de droite. Et je pense pas que ce soit un problème fondamental, en tout cas lors de cette communication. Voilà, l'idée c'est que nous, on a proposé cette charte et qu'après lui se retrouve dans quelques idées, bon pas forcément toutes, comme tu l'as dit, mais qui trouve quelques bonnes idées là-dedans, qui puisse piocher et vraiment les mettre en œuvre. Oui, c'est un point de départ, parce que c'est voilà. Vrai que j'ai lu aussi que vous parlez du coup d'avoir une envergure nationale. Comment concrètement vous construisez ça en fait? Parce que du coup c'est vrai que là vous avez une progression qui est assez exponentielle entre les municipales du coup en 2014, création du parti, etc. C'est quoi votre programme en gros pour les prochaines années pour s'étendre en fait, ouais. Et pour rejoindre la question de Louis aussi, vous parlez dans votre présentation que vous n'avez pas d'idéologie très claire. Est-ce que c'est pas du coup un défi également pour rejoindre la question de Louis pour expandre le parti un peu, pour avoir une grande expansion vis-à-vis que on va avoir peut-être l'impression que le parti est flou à la limite, sans avoir d'idéologie très claire, vouloir piocher partout, est-ce que c'est pas un peu compliqué? On va répondre en deux temps du coup, parce que c'est vraiment deux questions qui sont différentes et intéressantes. D'abord pour ce qui est de l'envergure nationale, comme tu disais, le fait d'avoir sauté le pas en faisant un parti, c'était tout le but, c'était de prendre cette envergure nationale, parce que rester au local, au municipal, ça nous contraint d'une certaine manière à justement rester au local et à ne pas sortir de ce problème géographique, entre guillemets. Et donc voilà, le fait d'avoir créé le parti, c'était pour complètement donner une envergure nationale, en même temps que peser sur l'échiquier politique, parce qu'en tant que parti, c'est se mettre entre guillemets à pied d'égalité avec les autres partis. Ça fonctionne à l'échelle nationale ou vous êtes pour l'instant quand même très basé en Ile-de-France? En fait, on est très basé en Ile-de-France, mais tout le défi, c'est certes, comme tu l'as dit, trouver une ligne politique qui se construit de jour en jour, d'idée en idée, d'élection en élection, de point d'actualité en point d'actualité, voilà. Tout ça fait partie. Petit à petit, exactement. Très bien. C'est là où on construit vraiment le débat, en fait. C'est là où ça devient intéressant, c'est de voir qui a quoi comme idée sur tel sujet et comment on peut concevoir ça avec le point de vue de quelqu'un d'autre. D'accord. Et donc ça, c'est le premier défi. Et le deuxième défi, c'est évidemment s'ouvrir nationalement, ce qui reste très compliqué parce que on a encore une petite structure. Faire parler de nous, ça reste quand même compliqué parce que ça démarre des municipales qui est quelque chose de très local, comme je l'ai dit. Voilà, mais les défis sont là, clairement. Oui, moi j'aimerais revenir sur la question de la ligne politique. Tu disais qu'elle pouvait éventuellement être floue et indéfinie. Ça peut paraître flou d'extérieur, c'est ce que je veux dire. Par exemple, pour des gens allergiques au parti, comme je le suis, par exemple, c'est vrai que je me dis, je préfère peut-être rester en dehors de tout ça plutôt que d'aller dans un parti qui lui-même se définit comme n'ayant pas de ligne idéologique. Je reprends vos termes, véritablement. Ouais, alors en fait, on n'a pas réellement de ligne en effet, mais on a des valeurs et des choses qu'on va promouvoir. Donc, dans le cadre de la campagne municipale, c'était la jeunesse, la culture, l'écologie et le numérique. Donc ça, c'est des thèmes, par exemple, qui nous tiennent à cœur. C'est pas les seuls. Bien sûr, on s'attaque aussi à d'autres sujets. Mais en fait, le fait d'avoir, je dirais plutôt une ligne souple qu'une ligne non existante, c'est que on va pas avoir besoin de
de s'exprimer sur tous les sujets non plus. Enfin, pour moi, c'est ça aussi le gros problème dans l'engagement des jeunes aujourd'hui, c'est que quand ils rentrent dans un parti traditionnel, ils vont devoir suivre une ligne et se nourrir d'une idéologie qui va de la politique étrangère à un vote de budget. Alors que nous, pas du tout. Surtout qu'on se base, quand même, on base notre parcours électoral sur les élections municipales. Et chaque ville a ses particularités, chaque ville a ses programmes. Et donc c'est pour ça, en fait, qu'on a choisi cette flexibilité pour le parti. D'accord, très bien. En parlant du numérique aussi, vous avez une plateforme que je trouve extrêmement intéressante, j'aimerais revenir dessus, c'est La Ruche. Oui, tout à fait. Voilà, sur la démocratie participative, vraiment ce sont ce genre d'idées qui me passionnent véritablement. Est-ce que vous pensez que ça peut penser les problèmes de notre démocratie aujourd'hui, où ça manque de participation, où véritablement ça va avoir un peu un effet de faire cheat finalement, parce que est-ce que les gens sont vraiment aussi intéressés qu'on ne le pense? Est-ce que cette plateforme elle fonctionne? Est-ce que vous avez véritablement des idées? Est-ce que les jeunes y participent? Ou est-ce que pour l'instant ça reste pour un petit peu... J'ai fait un tour et c'est vrai que ça parle autant du port du casque de vélo que du temps d'apprentissage par exemple, donc c'est assez intéressant, mais c'est vrai que après c'est un début peut-être aussi. Oui, tout à fait. C'est une plateforme qu'on est toujours en train de développer. Il y a eu quand même pas mal de participation. Nous, on essaye encore de la promouvoir. En fait, cette plateforme, elle nous permet à nous aussi de fabriquer un programme politique. Elle va être, en fait, dans nos programmes politiques, il y aura une partie qui va être décidée par le think tank qu'on a, donc des adhérents du parti, mais aussi par des idées issues de la plateforme. Et c'est une vraie richesse pour nous pour proposer des choses. Alors ensuite, la deuxième partie de la question, il me semble que c'était en gros, est-ce que ça marche en gros Voilà, exactement. Parce que ça pense un peu le mal de la démocratie aujourd'hui. En fait, je vous avoue, en toute honnêteté, ça met un peu du temps à démarrer parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde de comprendre ce que c'est, de participer. C'est pas... Enfin, même si vous avez des idées, vous dites, c'est pas évident de se dire, bon, allez, je vais la mettre sur papier, dire, voilà, je fais mes recherches sur qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qui peut se faire en France, qu'est-ce qui se fait déjà, c'est quoi la législation. C'est pas forcément évident, alors que moi, la ruche, je le conçois vraiment dans cet exercice-là. C'est une circulation des idées. Voilà, c'est ça. Et qu'on échange autour de dire, ouais, mais il y a ça qui est fait, regarde ce qui se passe ailleurs. Je sais pas, je pense tout ce qui est gaspillage, tout ce qui se fait dans les pays du Nord, etc., qui peuvent très bien trouver leur place sur cette plateforme. Mais oui, ça met un peu de temps parce que c'est pas évident d'impliquer les gens, même s'ils sont tout le temps sur l'ordinateur, sur les réseaux sociaux, à cet exercice qui pourtant mérite toute son attention. Et pourtant, à Allons Enfants, nos 3 mots-clés, c'est jeune, transpartisan et participatif. Donc participatif est le point clé aussi de notre parti, quoi. Mais du coup, pour revenir sur le mot jeune d'ailleurs, parce que c'était aussi une question que je me posais, j'ai lu notamment les articles qui sont sortis dans la presse nationale, le plus souvent après votre élection municipale, parce que c'était ça qui avait fait le plus de bruit. Et ce qui m'a, j'irais peut-être pas jusqu'à dire choqué, mais c'est que d'un côté, il y a le côté oui, c'est jeune, c'est super bien, et direct après, c'est on va vous dire que vous êtes une sorte de machine à buzz un petit peu, que du coup, oui, c'était une expression que j'avais retenue, c'était du maire UMP, Eric Berdoati, qui disait « ça va pas trop en scène toute l'année ». Ça, c'est une expression qui m'a fait un petit peu bizarre, c'est qu'en gros, dire que oui, c'est jeune, c'est bien, mais ouais, on va pas non plus rigoler trop longtemps, quoi. Comment vous, est-ce que c'est quelque chose qui va vous contraindre au jour le jour de ce cliché sur les jeunes, entre guillemets, ou est-ce que finalement, vous arrivez quand même à passer au-dessus? Puis, ça prouve quand même que les partis politiques sont... vis-à-vis des jeunes sont très dédaigneux, je trouve. Ce genre de comportement, je trouve que ça prouve non seulement une sorte d'agoraphobie, c'est-à-dire la peur du peuple, mais en plus de ça, la peur véritablement des jeunes, c'est-à-dire mince, il y a une nouvelle génération qui arrive, surtout dans une France où concrètement ce sont que des vieux véritablement au pouvoir. Je pense que du coup notre cher maire, Monsieur Berdoati, a dit ça, oui, à la suite des élections, comme tu l'as très bien dit. Et en fait, je pense que le fait d'avoir fondé un parti politique, ça nous ajoute une légitimité par rapport à tous ces gens qui peuvent se dire c'est bon, ils sont là pour plaisanter et dans 2 mois, c'est fini. Ils ont parlé d'utopie, par exemple. Voilà, mais le fait qu'on ait fondé le parti, ça inscrit vachement les choses dans le concret et dans le dur, ce qui fait qu'on peut pas... maintenant, on a une vraie formation et on peut plus nous taxer d'être trop jeunes. Il y a des imposteurs, finalement. Voilà, parce que ça implique énormément de choses, un parti, en termes juridiques, en termes financiers, en termes d'engagement, qui fait qu'on ne peut plus nous taxer de ne pas être crédible dans notre engagement.
D'accord, très bien. Étienne, éventuellement un dernier mot sur la question, on va devoir Oui. clore ce premier débat. On a vraiment, justement, par rapport à ça, la volonté de s'inscrire dans une régularité et de devenir un acteur dans plusieurs élections. Alors bien sûr, on ne va pas avoir de candidat au présidentiel, par exemple, parce que c'est pas au fond notre vocation. Mais pour les élections municipales, qui sont notre réel objectif, et notamment d'avoir 10 000 jeunes dans les conseils municipaux en 2020, par exemple, on va essayer vraiment de continuer à faire grossir le mouvement, mais aussi en intervenant lors d'élections régionales, comme avec la charte en 2015, ou même via des programmes, comme on le fera sûrement en 2017. D'accord, donc un parti jeune qui se concentre sur le local et qui promeut la démocratie participative. Je pense qu'on peut le résumer comme ça. C'est ça. D'accord, très bien. Et ben, je vous souhaite bien du courage, que personnellement, je trouve que c'est un très beau projet. Et De même, ouais. voilà, on va se faire une petite pause musicale et on reviendra juste après. In the street, jiggling, I girl. Cushion cash, get you yummy, fly girl. On my head, no lie, you're the mermaid I dreamed of. Don't be worried to fall, I'm the one you gon' lean on. The floor on the sky seems to be so close now. Hey, your body's shaking, make it go round and round, girl. Turn on the lights and let us begin now. Let the boogie make you jiggling, fly girl. Don't be worried now about food, girl. Shake it down around, yeah. Don't be worried now about girl. Jiggling, fly girl. Don't be worried now about food, girl. Shake it down around, yeah. Don't be worried now about girl. Yeah, only shake it down till I want it. Yeah, only shake it down till I want it. Only shake it down till I want it. We can find the middle way. Make a step to do it again. We can find the middle way. Make a step to do it again. The freedom in your body makes me lose my mind now. Mind now. Your flavor of angel announced paradise flowers. Honey, come closer, let's try to do sparks now. Fire is raising, let it go round now. I can't guarantee anything about love, girl. Cause your eyes and feel the pressure. Jiggling, fly, girl. Don't be worried now about food, girl. Shake it down around, yeah. Don't be worried now about girl. Jiggling, fly, girl. Don't be worried now about food, girl. Shake it down around, yeah. Only shake it down till I want it. Jiggling, show me. Only shake it down till I want it. Jiggling, show me. Only shake it down till I want it. Jiggling, show me. Only shake it down till I want it. 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 Falling Girl. Allume cigare. Ça va, Stan? Oui, ça va très bien. Non, mais je vois que tu discutes avec Louis off the record. Non, c'est lui qui me parle. T'étais Oh, chez tout toi de là ou suite, c'est quoi? ma faute, tout de suite, c'est ma faute. J'en ai marre de cette équipe. Bon,
Le foot. Putain, qu'est-ce qu'on aime le foot. Heureusement que le foot. On est s'en là. passera jamais. On s'en Non, passera non, parce jamais. que c'est vrai que c'est des petits sujets comme ça qu'on aime bien, qu'on peut faire pendant longtemps en plus. Alors, Paris, objectif demi ou franchement, on pourrait viser plus loin éventuellement, Stan? Est-ce qu'on fait pas un petit topo d'abord peut-être sur les huitièmes, Ouais, sur ce qui peut-être s'est sur Allez, passé, ouais. ouais. ce qui s'est passé en Éventuellement, huitième. allons-y. Bah, en huitième, donc tranquille, hein, concrètement largement supérieur à Chelsea. Et c'est ce qu'on disait la dernière fois, et on en parlait avec tous ceux avec qui on a regardé le match. On a vraiment senti là sur ces deux matchs-là la progression du PSG ces dernières années avec voilà, en 2014 ils perdent contre Chelsea un peu de justesse, enfin Chelsea clairement supérieur. En 2015 ils passent de justesse et en 2016 pardon ils les tapent quoi. Ouais, parce que là, du coup, il y a eu 2 fois 2-1 en fait Deux à fois l'aller 2-1. et au retour. Le retour qui était mardi là dernier. Et ce qui fait que du coup, le PSG là est qualifié pour les quarts de finale. Quart de finale, bon pour l'instant on ne sait pas encore qui peuvent affronter. On sait qu'il y a Wolfsburg, le Real et Benfica qui sont qualifiés. Après, là du coup la semaine prochaine, on va avoir. Un petit Benfica ou un Wolfsburg, ça serait quand même pas mal pour. Ça peut être pas mal pour le Paris aussi, Saint-Germain. ouais. Mais le problème aussi, c'est que il faut que pour moi, il faut que l'opposition soit quand même assez violente pour qu'ils se motivent vraiment en fait. Parce que là, j'ai peur que que ça soit contre Wolfsburg ou même contre Benfica. Alors, ils se motiveront quand même. Enfin, ils seront en quart de Ouais, finale. je suis pas- Ils sauront pertinemment qu'ils peuvent quand même passer en demi. Je pense que les gars vont se donner. Ouais, je Alors suis- que je suis- contre je un suis Real de d'accord. Madrid ou un Bayern, à la limite, peuvent se dire bon, on n'est Je pas sais pas sûr si de- tu de peux faire mettre quoi que ce Real et soit. Bayern à la même échelle. Je pense que si Paris tire, en sachant que là le tirage au sort du coup pour les demi, enfin pour les quarts pardon, ça sera le vendredi du 18 mars. Et du coup, je pense que si Paris tire le Barça ou le Bayern, très clairement là on va commencer à pleurer à chaudes larmes. Après, je pense que tout le reste est accessible, peut-être c'est un trop gros mot, mais tout le reste est jouable en fait. Ça, c'est à peu près ma conception du tirage potentiel, quoi. Mais je suis assez d'accord. Je pense qu'on a vraiment le Bayern et le Barça qui sont au-dessus. Mais après, les autres équipes, je vois. Alors, c'est là où je diffère un peu de ton opinion sur Wolfsburg ou Lisbonne. C'est que je pense qu'en Ligue des Champions, Paris, ça y est, ils sont. En plus, on arrive avec des joueurs comme Ibrahimovic qui On va sur parler la- un peu qui- des performances qui est des sur, joueurs. qui est- qui est pour sur la l'instant, fin on quand essaie même de- et qui voilà de traiter s'il des peut équipes. va pas louper l'opportunité de pouvoir aller dans une demi de Ligue des Champions et se donner à fond. Là je pense qu'ils seront sérieux. Après c'est risqué de se faire surprendre un peu par des équipes comme ça qui sont peut-être sous-cotées ou Wolfsburg mais a une très j'ai- bonne attaque avec mais Chourel ou Draxler. j'ai pas peur. On a vu le PSG même en Ligue des Champions tout le temps, même quand c'est en phase de poule, c'est un rouleau compresseur. Donc là, sur la motivation, j'ai pas trop peur. En plus, c'est la même équipe. Ils commencent à avoir depuis 3-4 ans, commencent à avoir une petite expérience. Après, ouais, pour passer en demi, clairement, il faudra un tirage favorable. C'est sûr que sans vouloir être condescendant ou quoi, mais Mais oui, bien sûr, Lisbonne ou le Benfica ou Wolfsburg serait quand même plus facile. Mais après, Ouais, je il y a pense que le- les autres équipes sont prenables. On pense notamment par exemple au Real, qui, je pense que le Real, alors évidemment, ce serait pas facile, mais ça se joue. C'est-à-dire que le Real, ce qu'a montré le Real contre Rome dans ses huitièmes de finale n'était pas fantastique non plus. Non, C'est-à-dire c'était qu'ils ont- insuffisant même. C'était Ah ouais, insuffisant. vraiment, Ils ont gagné les deux véritablement. fois 2-0 à l'aller comme au retour, mais c'est un peu. Ah, le retour était vraiment catastrophique. Parce qu'encore Ouais, l'aller, il retour- dominait. Et le retour, il la se Roma repose aussi quand manquait même un beaucoup peu de. sur Ronaldo qui heureusement ils ont eu de la chance que peut-être que la Roma concrétise pas mieux ses occasions Clairement. ces occasions que peut-être une équipe comme le PSG aurait concrétisé. À côté de ça, on les a joués, faut pas oublier. On les a joués En phase de poule, ouais. phase de Phase poule. de poule. C'était des matchs Avec quand un même magnifique assez frappe. serrés avec il me semble un match Et nul, oui. un match nul à l'aller, et une courte victoire du Real au retour. Oui. Là, le PSG avait manqué beaucoup d'occasions. On en avait déjà parlé, pardon. Ouais. Cavani notamment, mais là maintenant Des occasions qu'ils ont mis par exemple contre Chelsea là. qu'ils ont mis contre Chelsea. Mais pour Donc, autant, ouais. Donc juste pour revenir, Ouais, vas-y. je pense le Real avec un nouvel entraîneur, enfin Zidane, tout ça. Voilà, pour dire que le PSG progresse et qu'à mon avis, s'il tombait contre une équipe contre le Real, il serait pas forcément, il pourrait être favori. Donc pour résumer rapidement, en quart, on peut passer et on pourrait aller en demi avec un bon tirage, éventuellement aller jusqu'au bout. Mais pour le quart, ça vous semble clairement jouable quand même d'arriver jusqu'en demi, quoi, concrètement.
Bah, on n'est pas à l'abri d'un traquenard en fait. Enfin, je sais par exemple si le PSG tombe sur l'Atlético, je pense que par exemple l'Atlético a clairement les moyens de faire tomber le PSG tactiquement avec un gros pressing, etc. Ouais. Ou même City. Comme Lyon avait ouais. fait en fait finalement. Enfin, Lyon avait vraiment Ouais, gagné par contre, exemple, voilà. contre Paris en mettant la pression très très haut. Je pense que maintenant les clubs connaissent à peu près la réponse contre Paris. Après, ça va dépendre comment Paris répond à cette adversité-là. Mais je sais que par exemple, si Manchester City se qualifie, Paris n'est pas particulièrement à l'aise contre les clubs anglais. Avec l'impact physique, ils peuvent avoir du mal aussi. Mais c'est vrai que là, comme ça, à froid, entre guillemets, après la qualification, c'est vrai qu'il y a un peu de confiance, oui, forcément. D'accord. Alors messieurs, parlons clairement du match entre Paris et Chelsea. Là, on est à Stamford Bridge. Concrètement, qui a été monstrueux? Pour moi, Trapp, c'est l'homme du match, oui. Véritablement. Bon, après, c'est peut-être Ouais, très une bon. Bah, de petite toute façon, sensibilité. on dit toujours qu'il faut un grand gardien et un grand neuf pour avoir une équipe. Bon, ils font beaucoup d'autres joueurs aussi. Là, Paris les avait. Voilà. Donc ça aide forcément. Trapp a montré ses difficultés en Ligue 1, mais en un seul match, il a justifié son achat. Double parade contre William, après contre Hazard. Il fait des très bonnes sorties, il discute bien avec sa défense, il fait des bonnes relances. Véritablement, la Trapp m'a séduit et il a prouvé à quel point il était un gardien véritablement de l'école allemande, avec de bonnes relances, très très haut sur sa ligne. Un très bon gardien, moi j'ai trouvé personnellement. Ouais, après, je trouve quand même que Paris a montré des grosses limites aussi dans ce match-là. Défensivement, c'était pas exceptionnel. C'était pas exceptionnel, Thiago mais bon. Silva sur le but est clairement fautif. Ouais, faut dire qu'en même temps, Diego Costa, il arrive vite. Enfin, c'est pas facile à défendre, mais moi, c'est plus le milieu qui m'a fait peur en fait. Le milieu m'a fait super peur parce que Matuidi est pas en forme et quand il est pas en forme, il sert à rien. Thiago Motta est pas fondamentalement mauvais, mais il a du mal. Et quand il n'a pas Verratti à côté, il a tendance à sombrer. Enfin, les pertes de balles en première mi-temps, c'était à s'arracher les cheveux. Ouais. Et à côté de ça, j'ai beaucoup de sympathie pour Rabiot, mais on s'est rendu compte. Il a fait un bon match, Rabiot, quand même. Ouais, j'ai trouvé que Rabiot était pas si mauvais que ça. Rabiot, il marque un but, qui va s'arracher pour marquer le premier but et tout. J'ai trouvé que. Ouais, pas si mauvais que ça, mais ça. Bon, après, peut-être ça tiendra pas contre plus gros, quoi. Un peu juste pour être titulaire en quart de finale de Ligue des Champions. Mais bon, après, s'ils ont l'équipe au complet et que après, Verratti va revenir. Voilà, de toute façon, c'est la condition pour se qualifier. L'équipe dépend pas forcément uniquement de Verratti, mais sans Verratti, le milieu perd. Je pense que la grosse force de Paris dans cette Ligue des Champions, c'est d'avoir un milieu qui est particulièrement quand même assez exceptionnel et qui se très bien rodé. Et finalement, des milieux meilleurs que Paris, il n'y en a pas tant que ça, si ce n'est le Barça. Et c'est ce qui fait, on parlait tout à l'heure de Manchester City par exemple. Je pense que voilà, concrètement. Oui, c'est supérieur à City. Oui. L'atout d'une équipe comme Paris, même s'ils ont du mal contre les équipes anglaises, contre une équipe comme Manchester City, ça sera le milieu qui sera largement supérieur. Ça sera sur le milieu. Si on tient le ballon, si le PSG tient le ballon en général. Marquinhos, tiens, pour revenir sur la défense, moi il m'a séduit par rapport à Aurier. Après, il monte pas. J'ai souvenir d'une ou deux actions où il revient bien en défense. Alors que Thiago Silva, j'ai plus l'action en tête exactement. De toute façon, c'est un spécialiste des sauvetages. Voilà, c'est ce qu'il fait là où il nous fait Thiago Silva est pris dans le dos et il vient sauver au dernier moment. Trapp fait une erreur de main aussi à un moment. Bon, petite erreur de Trapp pendant ce match-là. Mais Marquinhos jaillit bien pour reprendre la balle. Après c'est sûr qu'offensivement, voilà, il me dérange limité. plus offensivement parce que du coup, il l'oblige. Il me semble que c'est Di Maria sur son côté. Ça dépend, Di Maria est assez libre, mais oui. En fait, ça dépend de l'attaquant droit, du coup, qui est obligé de plus redescendre. Il me semble que c'est Di Maria sur ce match-là. Et Di Maria était vraiment obligé de redescendre, etc. Et peut-être de délaisser un peu son côté, ce qui fait qu'on a une attaque un peu bancale où à gauche, ça part vraiment. Parce qu'on a ça aussi, ça dépendra du milieu, je pense. Parce que Di Maria est redescendu, parce que du coup, il y avait un défaut de créativité au milieu pendant ce match-là. Et du coup, je pense que c'est plutôt ça. Mais c'est vrai qu'il va falloir une équipe au complet, c'est clair, parce que à la limite, en attaque. Choisir entre Cavani et Lucas, ça reste un choix de luxe. Lucas est quand même largement meilleur, je pense. Ouais, sur les derniers matchs, il l'a prouvé, voilà. Mais Rabiot, ça n'a pas un niveau de quart de finale de Ligue des Champions. Non, du tout. C'est comme Stambouli. Voilà, c'est un bon milieu, mais comme Stambouli, au fur et à mesure meilleur que Stambouli, quand même. Oui, bien sûr. Mais au fur et à mesure de la saison, il a montré ses limites, en fait, tout simplement. Et je lui souhaite de progresser, c'est pas la question. Mais c'est vrai que là, en état de cause, t'affrontes le Real avec un milieu Matuidi, Motta, Rabiot. Ouais, non, là je suis d'accord. Je pense qu'on passera pas avec un milieu comme celui-ci. Après, devant, Ibrahimovic. Grosse forme. Est-ce qu'il a rompu un peu la malédiction Ibrahimovic en Ligue des Champions, un coup franc, et puis aller-retour sur centre. Il fait la passe décisive. Une passe D, un but. Avec le 8e aussi, faut quand même se dire, on en avait parlé, je me souviens, la dernière émission, on était assez confiant pour le PSG, on était quand même large, même si le Chelsea c'est une grosse équipe, on était largement favori. Voilà, il faut le voir ensuite. Quart de finale, ça commence à être autre chose parce que là, on était tombé quand même relativement sur une grosse équipe en 8e de finale. Les autres années, l'an dernier,
Je me souviens plus qui on avait joué en 8e, parce qu'on avait joué Chelsea qu'en quart, il me semble. Mais c'était. En tu me fous le doute. 8e. Alors là, Écoute, on va enchaîner vite fait comme si ouais, c'était ouais. pas passé. Hein, mais... Voilà, mais bon, Je réfléchis, généralement en 8e, on peut tomber sur des matchs un peu plus déséquilibrés quand même. Le quart, ça commence à devenir sérieux. C'est-à-dire que le quart, il reste plus qu'une poignée, il reste plus que 8 équipes européennes. Donc clairement, là, on est sur. D'ailleurs, on pourrait très bien, bon, même si on pourrait envisager là sur ce quart de finale, un quart de finale qui serait plus facile que le 8e si jamais on tombait sur Wolfsburg. Par le exemple. 8e l'année dernière c'était Chelsea et on était tombé contre Barcelone en fait en Oui, quart. Ah oui, voilà, c'est fort probable. C'est ça. l'année d'avant. Voilà, quand vous savez pas. Mais, vous demandez, vous mais essayez du pas. coup, ouais, c'est vrai que là, Paris va avoir un mois d'avril qui est quand même assez monstrueux. Bon, l'avantage, c'est quoi que. dès ce week-end, ils peuvent être champions. Voilà, c'est ça. Là, Monaco S'ils a fait battent match 3. nul. J'espère qu'ils vont battre voilà. 3. Monaco a fait match nul. Et à partir de là, s'ils battent 3, ce qui est quand même, je pense, à leur portée, ils sont déjà champions là. Donc là, ils se débarrassent de ça. Le problème, c'est que du coup, les quarts de finale, c'est les 5, 6 et 12, 13 avril. Et juste en même temps de ça, tu as la finale Coupe de la Ligue qui est le 23 avril. Bon. Ouais, mais est-ce qu'il va la jouer avec l'équipe A, Laurent Blanc? Enfin, clairement, là, il peut mettre des Rabiot. Ouais, mais maintenant, à Paris, le but, c'est de tout gagner. des Hein. Konganda. Tu mais mets pas une équipe B en finale de. Mais tu peux la gagner de quand coupe, même, la coupe, avec une équipe abyss, si on veut. Quoi. Voilà, mais du coup, tu enchaînes après demi-Coupe de France, c'est le 19 avril. Donc pareil, ça s'enchaîne beaucoup. Et demi de Ligue des Champions, si jamais ils se qualifient, qui sont 26-27. Enfin, là, le mois d'avril, il va vraiment falloir que tout se passe sur des roulettes, que le turnover soit parfait et surtout qu'il n'y ait pas de blessés. Parce que là, Verratti, j'espère qu'il va le laisser au repos 1 ou 2 semaines, je sais pas, il fait ce qu'il veut, mais il faut qu'il revienne. 70% contre Chelsea, tu l'as dit tout à l'heure, c'était une catastrophe. Mais tout à l'heure, j'ai parlé donc d'un titre demi minimum, parce que finalement, en fait, arriver en quart pour Paris, c'est plus une performance. On le veut, en fait, ce quart. Là, ils l'ont fait 4 fois consécutivement, là, si je me trompe pas. Ouais, meilleur record d'équipe française. Donc, véritablement, est-ce que c'est une performance d'avoir battu Chelsea? Et est-ce que c'est une performance d'avoir battu ce Chelsea-là, finalement? Moi, je pense pas, parce que l'équipe, quand même, en face de Chelsea était très moyenne. On a eu un Azpilicueta qui était très bon sur le côté, en deuxième mi-temps, notamment. On a eu un William qui était le meilleur joueur de Chelsea. Il était virevoltant, il amenait un peu de panache, mais bon, voilà, il reste tout seul. Costa qui sort et qui est remplacé par Traoré. En fait, quand tu passes les phases de poule, c'est de toute façon des performances, à l'exception de une ou deux équipes comme le Bayern ou le Barça, et même là le Bayern se fait un peu bouger par la Juve, mais à l'exception du Bayern ou du Barça, de toute façon, à partir des 8e, ça sera des performances en fait. Le truc, c'est que je là, pense pas justement. Je pense que justement Paris, quand même, on peut plus parler de performance. Enfin, s'ils n'avaient pas battu ce Chelsea-là, on se serait quand même posé des questions sur Paris. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, pour parler de progression. On avait dit tout à l'heure que voilà, battre Chelsea la 3e année, ça démontrait une progression, mais pour nuancer cet argument, c'est aussi qu'on tombe contre un Chelsea qui est quand même nettement moins bon que les 2 années précédentes. Clairement. Oui, un Chelsea voilà, qui boite. Alors qu'une 4e année de suite en quart de finale, bah là, passer l'écart, ça serait vraiment montrer, ça y est. Après, ils n'ont pas eu souvent de chance aussi. Hein. On se souvient, avec Ancelotti, quand ils étaient tombés contre le Barça, ils sortent un très gros match. Je suis pas sûr qu'ils perdent. Il me semble qu'ils sont éliminés sans perdre. Nul, ouais. Ils font 1-1, 2-2 au retour, mais le goal average fait qu'ils sont éliminés. Début à l'extérieur. Ensuite, contre Chelsea, et l'an dernier encore contre le Barça. Enfin, on peut pas dire qu'ils aient eu beaucoup de peau non plus sur les tirages au sort. Cette année, s'ils tombent encore contre le Barça, c'est toujours pareil. Ça sera la faute à pas de chance. Ça sera la faute à pas de chance. Après, ça veut pas dire qu'ils n'auront pas progressé non plus, parce que on peut jouer 10 fois le Barça et perdre 10 fois contre le Barça. Hein. Ça veut pas dire qu'on perd. Mais en effet, je pense quand même que ça serait vraiment une déception pour Paris s'ils passaient pas cette année la demi-finale. Et après, tu me posais la question tout à l'heure, aller plus loin ou pas. Bon, là, on n'est que dans les pronostics. Hein. La demi-finale, c'est compliqué quand même. C'est-à-dire que la demi-finale, là, on est sur 4 clubs. Après, ça dépend toujours des tirages. Qu'est-ce qu'il y a eu comme match. Paris est considéré quand même maintenant comme un grand d'Europe. Hein. Faut bien le concevoir. Mais il y a le Bayern, à mon Real, avis, Barça, tu vois, par Paris, exemple, la demi-finale est potentiellement plus dure que la finale. Parce que la finale, ça se joue en un match. Sur un match, il peut y avoir un malentendu quand même. C'est-à-dire que même si Paris tombe contre une très bonne équipe, une très grande équipe, enfin je sais pas, contre le Bayern ou le Barça, il peut y avoir une grosse perf. On peut les imaginer sur un match accroché, voilà. Alors qu'en demi-finale, tomber contre le Bayern ou le Barça en demi-finale, 2 matchs de suite, ça paraît compliqué quand même. Après, de toute façon, ces équipes-là, quand il y a l'ambition, il faut les affronter à un moment ou à un autre. Voilà, c'est ça. Et à un moment donné, si on veut gagner la Ligue des Champions, c'est qu'on pense qu'on est capable de battre n'importe qui. D'accord. Et je pense, messieurs, on est d'accord. On souhaite bonne chance au Paris Saint-Germain, en espérant avoir un bon tirage au sort et peut-être voir la Ligue des Champions. On croise les doigts. On croise les doigts. On se retrouve juste après une petite pause musicale.
as I can reach. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers under cover of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you. Waging wars to shape the poet and the beat. I hope it's gonna make you notice. I hope it's gonna make you notice. Someone like someone like I've been roaming around, always looking down at all I see. Et on est de retour. Laissez. C'est très bien, c'est très bien. On est de retour avec Florian, qui était donc le jeune homme qui chantait juste là. Ça va, Florian ? Bonsoir, oui, ça Voilà. va bien, merci. Voilà, donc c'est Only Flow qu'on vous présente depuis quelques semaines. Et puis, je rigolais comme un joyeux larron, parce qu'on est parti sur un débat, à savoir, à savoir si c'est mieux de dormir nu ou en pyjama. Donc là, il y a 3 mecs qui sont pour dormir en pyjama. Donc Louis, Florian... Non, Toi, Florian, tu dors à poil. Non. Florian, il dort à Non, poil. mais Arrête de nous mettre des étiquettes. Ouais, il y a des valeurs. comme ça. Hein, Ok, bah c'est bon, il bah, faut j'ai- faire la part des tu choses. vois. Et je sais pas quoi vous dire, les gars. Après, moi, c'est un semi-pyjama si je peux. Voilà. Mais vrai c'est quoi un Ouais. Mais ça semi-pyjama? n'existe pas, ça. Mais non, c'est quoi un Enfin, à un moment, faut C'est-à-dire, je choisir dors un camp. torse nu et je mets un espèce de grand caleçon. Ah, donc lui, il Un triche. caleçon long, un Un demi-caleçon oui. long. D'accord. Non, mais c'est parce que Une voilà, j'aime comme allons enfants, j'aime une pas me cantonner pas à une une jupe. étiquette et j'aime bien. T'es être- transpartisan du voilà, pyjama, j'aime du bien coup. oui, un transpartisan du pyjama, je crois que c'est ça. Le haut de mon corps libéré, tout dans la pudeur du bas, quand même, vous voyez. D'accord. Tu vois, il est à moitié moche. Il monte pas le bas, mais en haut, il montre. Non, mais juste qu'on remette les choses au clair, qui est pour le pyjama, très clairement. Bon, Stan, on a Pyjama, compris. pyjama, mais Un pyjama de pyjama, ouf. Pyjama, il y a tout deux seul. pyjamas. Pyjama de Ok. ouf. Non mais attends, mais pyjama, mais tu vois, imagine, tu vois, t'es narcotrafiquant. Ouais. Ok, mais tu vends mais de la drogue, mais t'es violent. Et bah t'as le JGN qui arrive, il défonce ta porte, bim, là, t'es tout nu. Ouais. Et bah, t'as l'air d'un con. Mais ça dépend de la compagnie que t'attends, mec. Parce que techniquement, bon, si t'attends une autre compagnie, je sais pas, la chambre féminine par exemple, tu peux. C'est une compagnie ça? Bah oui, mais je sais pas. Air France, c'est une compagnie. Enfin, tu sais, le GIGN, ils arrivent rarement en nuisette. Hein.
Non, mais depuis quand les meufs, elles arrivent à midi Et elles font des perquisitions. Tu les sais meufs pas ce qui peut se Et moi, on m'a passer. jamais perquisitionné. Hein. Mais t'es là, moi j'arrive, voilà, moi j'accueille complètement nu. Là, je me montre tel que je suis. Il y a Bon, pas bah, de, écoutez, y a pas de écoutez, choses à cacher. en tant qu'expert du sommeil, En plus, t'as des érections matinales. C'est juste pas possible. Moi c'est permanent. hein. non, écoutez, en tant qu'expert du sommeil, je pense qu'il y a deux écoles. T'as le pyjama qui est quand même une forme de célibat très intériorisé, Oui, alors très très fort, Ça, c'est vrai. et qui, je pense, joue particulièrement. C'est vrai qu'à poil, tu t'assumes, et du coup, si tu ouvres le rideau et qu'on voit que t'as un double téton à gauche, bon, tu l'assumes, tu vois. Alors que le pyjama, t'as une forme de pudeur. Bon, t'as des nounours, mais t'as une forme de pudeur, tu vois. Ok. Moi, j'ose pas assumer. T'oses pas assumer ton corps? Bah non, j'ai pas un très joli corps. Ouais, mais Et toi non plus. Tu devrais dormir en pyjama. Mais ça tu le sais parce que tu me vois nu. C'est important. Bah oui, mais justement, je me Ouais, sens non, plus mais- très bien. Regarde ce que je fais chez des émissions débiles avec deux connards. Tu vois où ça me mène? Mais si on repart vraiment à l'origine, S'il vous plaît. Oui. Je veux Parle-nous de dire, ton caleçon long. Restons corrects. Puis en débat entre hommes, quand même, il faut. Non, mais forme juste d'une d'un point de vue, certaine classe. d'un point de vue très simple. Quand tu portes tout le temps un pyjama, bon, t'as les parties qui sont tout le temps au chaud. Et ça, moi, je pense que d'un point de vue naturel, c'est pas bon. On n'est pas fait pour être tout le temps au chaud partout. Ça Si, peut mener à la puisque stérilité. La température de tes testicules est quand même relativement élevée. Eh, Justement, 38 degrés. Non, Voilà. elles doivent être au frais. Hein. Ah, t'as mis un thermomètre. Non, mais elles Ouais. doivent être au frais. Hein. C'est important. Mais tu dors dans le Mais frigo, c'est toi, ça se important. passe comment Qui dit ça? Tu te mets des glaçons? Les livres de SVT de 3e. Pourquoi tu mets pas une coque avec des glaçons dans ce cas-là plutôt pour être bien au frais? Parce que j'avais pas pensé. Donc le mec qui dort nu, mais juste avec une coque en fait. Voilà. Moi, j'ai une bouillotte, mais avec des glaçons. Pour me tenir au frais. C'est important. Et du coup, tu dois avoir une hygiène irréprochable. Ah bah. Puisque tu frottes sinon tes fesses sales directement sur le matelas, c'est dégueu. Ah, ok, donc on part en vanne pipi caca. On applaudit la vanne pipi. C'est bien. Non, mais à côté de ça, je dois reconnaître que je suis assez d'accord avec Florian qu'il y a une certaine forme de liberté qui s'opère dans le principe de dormir nu. Clairement. Et pour, même si j'ai pas franchement d'avis sur le débat, je vous avoue que je m'étais jamais plus posé la question. Ça Oui, m'a- moi non plus. C'est j'en j'ai autre avais chose à bien, foutre de ma vie quand même. Hein. Voilà, non, mais mais pour citer Platon dans La République, qui dit la liberté du corps, c'est la liberté de l'homme. En cela, le pyjama est une prison dans laquelle s'enferme la véritable nature humaine. Et Platon, et donc par cela, l'argument de Florian est tout à fait valable. Je veux dire, Le pire, c'est qu'avec le gymnase et tout, tu sais, quand t'es à poil, c'est carrément une phrase qu'il a pu écrire. Ouais. Puis il a fait, bon, non, je vais peut-être l'enlever finalement. non mais voilà, donc Ah, mais c'est vrai qu'on est dans une société du choix. Toute la journée, on doit prendre des choix. Et le soir, quand tu rentres comme ça, tu sais plus quel pyjama choisir, tu sais pas vraiment comment tu dois le Combien de porter. pyjamas chez toi, toi Non mais j'en ai pas justement, mais avant c'était une dictature. Une dictature. Non parce qu'en plus, Mais tu t'as- choisis entre rien et rien, tu vas me dire qu'il faut choisir. t'as le choix de la matière. D'ailleurs, tu peux pas dormir n'importe comment, tu peux pas mettre, je sais pas, un pyjama en polyester dans des draps de soie, ça va pas. Là, il y a un problème. Bah, ça va pas de soi.
Et c'était Mitch Murder, donc notre ingé son a bien fait. Il nous a coupé pendant notre débat complètement débile. Donc vous aurez le droit peut-être à 5 minutes, 6 minutes, je sais pas, on va voir ce qu'on vous proposera. Mais on va revenir donc sur le débat un petit peu plus sérieux, un petit peu plus culturel. Un peu de sérieux maintenant, oui. Voilà, The Revenant. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire, le réalisateur, l'acteur principal? Bah, on va faire un petit topo. Donc, un petit topo rapidement. The Revenant, c'est sorti du coup le 24 février 2016. Il y a eu une énorme attente parce que du coup dès décembre on avait les trailers, on se disait. Il était sorti un mois avant aux États-Unis. Fort probable. Et du coup il y avait une grosse attente autour parce qu'on se dit bon, direct l'année 2015 n'a pas été ouf cinématographiquement, pardon. C'était pas facile à dire. Ouais non c'est compliqué. Et du coup là gros film 2h36, DiCaprio qui arrive, on sait d'avance que ça va être pour les Oscars. Il y avait une grosse attente. Alejandro González Iñárritu à la réalisation qui a déjà eu du coup l'Oscar du meilleur film l'année dernière avec Birdman, ouais. Qui était une tuerie. Donc voilà, et là DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter au casting, donc ça envoie pas mal. Après, à la limite je peux commencer par ce que j'ai aimé. Visuellement je trouve que c'est un film magnifique. Il est magnifique comme film. Après du coup il s'appuie sur ses décors, mais ses décors il a fallu les choisir. Il y a la caméra, la façon de filmer d'Iñárritu je trouve est particulièrement fluide. J'avais déjà vu ça dans Birdman, même si c'était pas le même principe du coup, parce que c'était plus un huis clos dans le théâtre. Mais Birdman c'était un plan séquence. Du coup pour les décors, il a été tourné aux États-Unis. Vous savez où il a été tourné? Techniquement c'est il a été tourné au Québec, donc Grand Nord, parce qu'il y a des grands espaces blancs, etc. avec exactement. La neige, montagne. Par contre, Iñárritu a dit dans une interview que à cause du réchauffement climatique et du temps de tournage qui a été plus long, les dernières scènes du film, parce qu'en plus il est tourné de A à Z, et plutôt que de faire des cuts, etc., de tourner des scènes plutôt maintenant, mais qui auront à la fin du film. Il a dû tourner la fin du film en Argentine, parce qu'il n'y avait plus de neige en fait où il était. Donc ça s'est passé effectivement dans le Grand Nord et en Argentine pour la toute fin du film. Donc voilà, et donc du coup l'histoire se tourne autour du coup de DiCaprio qui est le personnage principal, qui joue Hugh Glass qui est un trappeur du coup dans cette Amérique là où en conflit avec les différents peuples amérindiens, etc. Au niveau du trafic même de la vente de fourrure avec les Français, etc. Fourrure de peau. J'aurais pas dit mieux que ça. Oui, et du coup, et à partir de là, donc visuellement, j'ai trouvé que c'était un très très beau film. La performance de DiCaprio est assez impressionnante, même si c'est vrai que on sait pas me dire, mais on a l'impression de le voir ramper pendant 4 heures. Mais... Il y a un peu cet aspect-là. Pour revenir un peu sur les décors, je pense qu'il faut le prendre comme un film qui raconte une histoire, effectivement, qui raconte surtout l'histoire d'une performance d'acteur qui est celle de DiCaprio, mais ça reste quand même un film très contemplatif en soi. C'est un film que personnellement j'ai vu dans une immense salle avec un son, je vais revenir juste tout à l'heure sur le son, mais le son c'est une merveille dans ce film. Donc dans une immense salle avec un écran de très très belle qualité, c'était du 4K, et vraiment le film vous montre des décors. Il y a un côté National Geographic en fait, où un côté immersif surtout. Ouais, exactement. Le film n'est pas basé sur son scénario. Ah non, pas du tout. Enfin, le titre du film c'est The Revenant, donc et on voit DiCaprio sur l'affiche, on dit bon d'accord, c'est un mec qui revient d'entre les morts, voilà. Enfin, le plot il est pas plus compliqué que ça, et c'est peut-être ce qui pêche un peu de temps en temps pendant 2h30. Enfin, moi après j'ai pas vu le temps passer, mais c'est les nombreuses critiques que j'ai pu recevoir de gens qui me disaient ouais c'est bien mais c'est un petit peu long quand même. DiCaprio il rampe effectivement comme le titre. C'est ce que j'ai demandé. Il n'y a pas d'arrière-fond historique, ils en profitent pas pour décrire un peu la formation des États-Unis ou de l'Amérique du Nord en tout cas. Très rapidement aujourd'hui. C'est hyper large. Tu entreaperçois, mais encore je pense qu'il faut aussi connaître un petit peu genre les conflits entre différents peuples amérindiens. En gros que c'est pas juste blanc versus indien, etc. Il y avait des coalitions. Voilà. Mais du coup, c'est pas beaucoup plus poussé que ça. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est tout ce qui fait que je suis assez mitigé sur ce film, c'est qu'il est à la fois très prenant, peut-être au niveau de l'angoisse, etc. Enfin, je trouve par exemple que le combat avec l'ours, qu'on a à peu près tous vu peut-être dans les trailers au-delà du film, est super bien fait, par exemple. Très, très bien réalisé. Très réaliste, très prenant. Mais au-delà de ça, l'histoire... J'en ai eu rien à foutre. Mais genre, à aucun moment, tu sais, t'es porté par le héros qui va rechercher sa vengeance. Non, t'observes, ça te prend au trip des fois parce que c'est un peu gore, c'est un peu violent, mais ça reste assez plat en fait. Moi, je l'ai pas vraiment vu comme ça parce que le cinéma d'Iñárritu, c'est un cinéma qui est vraiment basé sur les symboles. Par exemple, il faut repenser à Birdman et toute cette façon de mettre en scène le héros qui semble avoir des super pouvoirs, mais dès qu'une personne rentre dans la scène, en fait, on se rend compte qu'il en a pas. Il y a tout un jeu sur les points de vue, sur justement, Birdman, c'est la vertu de l'ignorance. Il y a tout un truc là-dessus. Et The Revenant, il faut un peu le prendre de la même façon. C'est effectivement l'histoire en soi.
elle n'est pas exceptionnelle. Je pense, comme l'a dit Florian tout à l'heure, que ça aurait mérité peut-être, enfin c'est ce que tu sous-entendais, je pense, un petit peu plus d'aspect politique, Clairement. peut-être vraiment de revenir un peu plus dessus, même si de temps en temps il y a l'intervention de troupes françaises pendant le film. Je pense même que c'est des contrebandiers. Hein. Oui, parce que ça, historiquement, ça fait partie de la construction de l'Amérique du Nord, donc c'est hyper intéressant. D'autant plus que la question amérindienne, aux États-Unis, voilà, on connaît une recrudescence ces derniers temps pour la défense des Amérindiens. Après, je pense que pour le coup, c'était l'histoire d'un homme et que Ouais. du coup, en fait, si tu connais déjà les enjeux, c'est-à-dire que par exemple, tu vas avoir un moment DiCaprio, qui est une superbe image d'ailleurs, qui est devant ces gros tas de crânes de bison, etc., avec tout ce qui est chasse intensive, l'importance de la culture C'est là indienne. que je te dis que c'est très Voilà. symbolique en fait. Tu vois des villages massacrés, etc. Donc dans ces cas-là, bon après, tu vas pas y aller pour apprendre l'histoire de l'Amérique. Et puis de toute façon, ça aurait peut-être été un petit peu lourd en fait de nous mettre un contexte en même temps de son parcours, mais Ouais, mais il l'avait vraiment fait pour Babel, pour le coup, qui est un film d'Inarritu de 2006, où il l'avait vraiment extrêmement politisé. Le film était très intéressant à ce niveau-là. Et de temps en temps, bon, je pense que le revoir, j'aurais seulement une deuxième lecture, parce que là, c'était vraiment une lecture très contemplative, un petit peu, waouh, on m'en met plein la vue, j'adore. Peut-être qu'en deuxième lecture, j'y verrai vraiment tous les symboles imbriqués par-ci et là d'Inarritu. après c'est des grosses performances d'acteurs quand même. J'ai trouvé, si c'est un truc qu'on peut donner à ce film-là. C'est une grosse performance de réal et d'acteur. Ouais. Et d'un acteur, en l'occurrence, DiCaprio. J'ai beaucoup aimé Tom Hardy aussi. Tom Hardy, Est-ce il que est du coup, incroyable. vous trouvez qu'il justifie son Oscar qu'on attendait tant dans ce Bah, en fait, il y a deux réflexions. Le fait qu'il donne tellement tout dans son jeu et c'est très réaliste. Il parle pas beaucoup, ce qui fait peut-être que ça nous évite de nous projeter dans l'idée le DiCaprio du Loup de Wall Street ou de Gatsby. Qui est très verbeux. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'il est vraiment bien dans son personnage. En plus, il est méconnaissable, un peu plus gros ou même des fois squelettique, barbu. Enfin, il ressemble à rien. Donc là, ouais, grosse performance. Et puis même, ça commence à faire longtemps qu'il a pas fait des mauvais films à force. Mais C'est une valeur sûre, DiCaprio, en fait. après, il y a aussi C'est- l'idée que est-ce que maintenant, pour avoir un Oscar, il faut manger du foie de bison cru, il faut se rouler dans la terre et se mutiler, je sais pas. C'est tout le problème. Enfin, moi, c'est vraiment un problème que j'ai avec les Oscars, c'est que maintenant, et c'est un terme qui maintenant revient dans les critiques cinématographiques, c'est qu'on parle de performance à Oscar. Et véritablement, c'est devenu un terme. C'est-à-dire qu'on critique dès qu'un acteur en fait trop, à la limite de le voir un petit peu cabotiner. Par exemple, Steve Carell avait fait un film il y a 2 ans, c'était Foxcatcher, qui est un excellent film. Oui, tout à fait. Et dedans, le personnage qu'interprète Steve Carell est extrêmement intéressant. Il est très épais au niveau de tous ses traits de caractère. Vraiment, il y a quelque chose. Il est palpable au niveau de la terreur qu'il peut influer. Mais il avait ce côté vraiment de cabotin, de vraiment trop en faire, trop dans le regard, et qu'on peut retrouver un peu chez DiCaprio. En revanche, on ne peut pas nier que ça reste quand même du DiCaprio dans l'écriture. Enfin, DiCaprio a toujours joué comme ça. Beaucoup de jeux sur les regards, beaucoup de jeux au niveau de l'intonation des mots. Moi, en soi, en fait, je m'en fous un peu de la question des Oscars parce que c'est un truc qui récompense juste des producteurs. C'est un échange de bons procédés. C'est je te file de la thune. Bon, en revanche, tu vas me filer un Oscar, machin et tout. Donc, ça le justifie peut-être pas pour ce film, mais je pense qu'au bout d'un moment, les types, au niveau des nominations, on s'est dit bon bah DiCaprio, je sais pas Ah oui, combien bah ça, de fois il ça le fait, méritait, c'est clair, mais il le il méritait. le méritait peut-être pas pour ce film-là, mais pour l'ensemble de sa carrière minimum, pour Blood Diamond, pour le Loup de Wall Street, enfin tous ces films que moi j'ai adoré avec. C'est-à-dire qu'en fait, moi, DiCaprio. sa performance est extraordinaire, mais je trouve pas que, par exemple, elle soit exceptionnellement supérieure à celle que fait Tom Hardy, par exemple. Parce que Tom Hardy, lui aussi, ça commence à faire beaucoup de temps qu'il fait des très bons films, Dans avec Mad Mad Max, Max, il par est- exemple, qui il est est impressionnant. Et là, avec son accent du Texas, qui est hyper crédible et impossible à comprendre, d'ailleurs. Ah ouais, non, heureusement qu'il était en sous-titré parce que quand Tom Hardy parlait, Et bah du coup, par exemple, tu vois, je trouve que ça sa performance est peut-être aussi bonne que DiCaprio. Est-ce que à partir de là, tu crées une telle hype autour qui fait peut-être que du coup, quand tu regardes le film, tu te fais ouais, bah, c'est pas si ouf que ça en fait. Il y a tout ça qui fait que de toute façon, on est tellement, comment dire, on a tellement réfléchi là-dessus qu'on peut pas être objectif sur est-ce qu'il le mérite ou pas. Ça reste un bon film et une bonne performance dans l'ensemble, quoi. Et pour revenir rapidement sur l'idée de performance, ça soulève. Je vais faire un petit peu mon prétentieux. Vas-y, envoie. Mais ça soulève, je te remercie. Ça soulève un peu une question épistémologique finalement de ce qu'on considère comme une performance parce que dedans, DiCaprio n'a pas de performance véritablement parce que quand il est
Quand il va dans la flotte, c'est de la véritable eau glacée. Donc quand il sort et qu'il joue le froid, c'est pas qu'il le joue, parce que c'est juste qu'il a super froid. Évidemment, tu filmes un mec qui a froid, bah, tu vas dire, putain, il joue trop bien le type qui a froid. C'est juste qu'il a froid. Pareil, quand il mange le foie de bison, à ce moment-là, Inarritu est à sa première prise. J'étais pas Il bien le en regardant prend. ça, hein. Il le prend et tu le vois vraiment, tu vois que c'est coupé. Tu vois DiCaprio manger, recracher tout de suite. Ouais. Après, tu as la caméra qui recule. Et Inarritu, dans une interview, explique qu'à ce moment-là, c'était la première fois que DiCaprio mangeait du foie de bison cru et qu'il le recrache et qu'il l'a gardé pour avoir vraiment le comportement naturel. Ouais, Donc, c'est dégoût, naturel, ouais. ça n'a rien d'une performance. Alors, ça n'empêche pas que DiCaprio est très bon dedans. C'est-à-dire que quand même, il maintient son personnage et que tout au long, quand même, il joue d'une certaine manière. Mais il y a plusieurs fois où finalement, bah, il est en aucun cas dans les performances, il est juste complètement naturel. Mais après, voilà, Oscar, Golden Globes, BAFTA, enfin, c'est. De toute façon, de base, tu te rends compte que c'est une performance. Après, voilà, c'est à quel point on te persuade de te dire que c'est une performance magnifique, qu'il n'y a jamais eu quelque chose de. Enfin, c'est vrai que moi, je vais peut-être être plus, comment dire, passionné, pris par une histoire où il y a quelqu'un qui va me faire vivre son personnage, où je vais pouvoir me mettre à sa place, etc. Spotlight. Par exemple. Spotlight qui est vraiment oufissime. Qui a été du coup élu meilleur film devant The Revenant aux Oscars et que plutôt là où finalement je reviens au truc que c'est assez distant en fait. Tu vois une histoire violente, intéressante mais pas prenante, je trouvais. Après voilà, c'est que mon avis. D'accord, très bien. Bon bah je pense que vous l'aurez compris. Personnellement, j'ai beaucoup aimé The Revenant et pas forcément toute la polémique qu'il y a pu y avoir autour de DiCaprio. Louis, t'as bien aimé, mais sans plus non plus. Voilà, c'est bien résumé. Mais on vous le conseille quand même fortement. En plus, bon, évidemment, j'ai pas pu revenir dessus, mais il y a un travail sur le son. Je vous en dirai pas plus, comme ça vous découvrirez vous-même lorsque vous irez. Voilà, on va mettre fin à cette petite émission qui fut riche en rebondissements, en rires, en larmes, tout ce qui fait une bonne émission. On vous a mis tous les liens dans la description en ce qui concerne Allons Enfants, également un lien directement vers Slash et le trait d'union. Également pour OnlyFlow, il me fait un signe, regarde-moi, j'ai fait on l'a vu. On a mis donc des liens également, les liens pour les musiques, je l'ai déjà dit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez être au courant des prochaines émissions. Un petit pouce bleu, un petit pouce rouge, un commentaire éventuellement si vous avez des choses à nous dire. Et puis d'ici là, on vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine. Je vous remercie et on remercie Clément également. Bon anniversaire Héloïse qui n'est pas là avec nous aujourd'hui et qui est d'habitude là. Et Héloïse souhaite son anniversaire en famille. Voilà. Et on remercie Clément, l'ingé son, même s'il m'a coupé tout à l'heure. Allez, bonne semaine à vous. Salut, des bisous.